Bon après-midi, bonjour à tous. On est ravis de vous voir aussi nombreux pour cette session spéciale sur le trauma thoracique. Moi, j'ai hâte de voir cette session parce que ça promet vraiment des interventions et des discussions d'une grande qualité sur un sujet d'actualité. Et j'ai le plaisir de modérer avec Jean-Stéphane. Et je propose qu'on commence directement avec Cédric Carrier de Bordeaux, qui va nous parler d'oxygénothérapie, VNI et Optiflow. Bonjour à tous, merci d'être aussi présents. Merci également au comité de la SFAR pour cette invitation afin d'essayer de définir un peu les stratégies d'utilisation de VNI et d'oxygénothérapie à haut débit par rapport aux traumatisés thoraciques que nous pouvons recevoir dans nos services. Juste en guise d'introduction, force est de constater qu'au cours des 20 dernières années, la prise en charge du traumatisé thoracique s'est fortement améliorée, avec des possibilités maintenant de cibler une population la plus à risque de complications respiratoires secondaires, avec une admission précoce de ces patients dans nos services de soins, afin de leur proposer une prise en charge pluridisciplinaire et prophylactique, afin de diminuer le taux de complications respiratoires secondaires, d'admission secondaire en réanimation qui était pourvoyeuse de plus de morbidité et de mortalité secondaire, d'améliorer les qualités de prise en charge des patients et, in fine, de diminuer les durées de séjour et de mortalité. Cette prise en charge multiglobale repose sur 4 axes principaux qui sont définis par nos dernières recommandations. L'analgésie optimiser, et notamment le recours à l'analgésie loco-régionale dont on parlera tout à l'heure, afin d'autoriser la réhabilitation la plus précoce de ces malades, les indications de drainage thoracique réfléchi, les indications d'ostéosynthèse dont nous parlera tout à l'heure Christophe. Mon rôle à moi étant de réfléchir sur la place de la ventilation non invasive au cours du traumatisme thoracique. En fait, est-ce qu'il y a vraiment débat ? Les dernières recommandations de 2015 nous préconisent, avec un grade 1, de délivrer une ventilation non invasive après réalisation d'un scanner et le drainage éventuellement d'un pneumothorax lorsque c'est indiqué, sans contre-indication, de dispenser une ventilation non invasive face à tout patient traumatisé thoracique hypoxémique. Ces recommandations de grade 1 se basent, à ma connaissance, sur une méta-analyse de 2013 qui suggérait un net bénéfice à la VNI pour diminuer le recours à l'intubation, le taux de pneumopathie, les durées de séjour et éventuellement la mortalité. Cette méta-analyse, nous sommes nombreux à la critiquer dans la mesure où elle compare ce qui n'est pas comparable. Les études sont très hétérogènes en termes de design. Les études ne comparent pas les mêmes dispositifs. Les études ne comparent pas les mêmes stratégies de ventilation non invasive. Ces études n'incluent pas les mêmes patients avec des des signes de gravité excessivement différents à l'admission. Et de ce fait, les recommandations de 2017 sur l'utilisation de la VNI dans les défaillances respiratoires hypoxémiques sont beaucoup plus prudentes et ne permettent pas de proposer de recommandations fortes quant à l'utilisation de la VNI au cours du traumatisme thoracique. Je vais focaliser cet exposé sur les études randomisées qui ont été conduites dans le sujet. Et vous voyez ici, sur ces deux études anciennes, une étude rétrospective et une étude randomisée, ayant comparé de la CPAP, et non pas de la VNI, préventive chez des patients sans signe de détresse respiratoire aiguë, en comparaison avec la ventilation mécanique. À cette époque-là, l'ATLS recommandait chez des patients traumatisés thoraciques graves, avec une défaillance respiratoire jugée sévère, moins de 65 mm de mercure ou moins de 90 de SAT en air ambiant, ces patients-là, il était recommandé de les intuber. Et de ce fait, cette étude de 90 qui compare CPAP versus intubation
retrouvent de manière très significative une amélioration du pronostic des malades. À noter toutefois, ce n'est pas que de la CPAP qui a été comparée à l'intubation. C'est vraiment CPAP plus analgésie péridurale. Donc vraiment le début de ce bundle of care, de cette prise en charge multimodale que l'on doit administrer à nos patients. Sur les 2 autres études randomisées de cette méta-analyse, il s'agissait de comparer soit de la VNI, soit de la CPAP, à de l'oxygénothérapie conventionnelle ou de la ventilation mécanique chez des patients avec signes de détresse respiratoire aiguë. Cette première étude de 2015, une étude turque, était une étude randomisée, monocentrique, incluant seulement 43 patients avec volet costal et présentant des signes de détresse respiratoire aiguë avec une polypnée à plus de 25 par minute et une défaillance respiratoire hypoxémique avec en médiane dans cette série-là 200 de rapport PaO2 sur FiO2 à l'admission. Dans cette étude-là monocentrique, le nombre de sujets à inclure n'était absolument pas défini. Le critère de jugement principal semblait être la mortalité. Il n'utilisait pas de procédure d'analgésie loco-régionale et le délai de prise en charge des patients traumatisés thoraciques n'était pas connu. 21 versus 22 patients, avec effectivement une tendance qui était dans leur étude significative, mais avec un effectif aussi bas. Je ne sais pas si vraiment on peut conclure sur la mortalité. En tout cas, le groupe qui n'était pas intubé présentait fortement moins de complications respiratoires infectieuses. La deuxième étude dont je vous ai parlé dans cette méta-analyse étudiait, ou comparait plutôt, la VNI par rapport à l'oxygénothérapie conventionnelle chez des patients en détresse respiratoire aiguë hypoxémique, mais de toute étiologie confondue. Et dans cette étude de Ferrer de 2003, seule une minorité des patients inclus présentaient un traumatisme thoracique. La grande majorité de ces patients, c'était des OAP cardiogéniques. Que sur ces 17 patients, la prise en charge du trauma thoracique n'était absolument pas spécifiée, et que sur des effectifs aussi faibles, je ne vois pas comment nous pouvons conclure à l'intérêt de la VNI dans cette indication de patients traumatisés thoraciques avec détresse respiratoire aiguë. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il est désormais démontré que l'utilisation de la VNI dans la détresse respiratoire aiguë hypoxémique, de novo, est potentiellement pourvoyeuse d'intubation différée. Cette intubation différée, cet échec de ventilation non invasive étant associé à l'augmentation du taux de complications post-intubation et semble être un facteur indépendant de mortalité, avec cette étude d'Alexandre Demoule qui démontrait que chez les patients avec des maladies respiratoires chroniques telles que la BPCO ou en tout cas l'insuffisance respiratoire chronique, l'échec de VNI n'était pas associé à une surmortalité, donc peut-être pousser les indications chez cette population-là. Par contre, savoir s'arrêter rapidement chez les patients présentant une insuffisance respiratoire aiguë de novo, tel que c'est le cas chez nos patients traumatisés thoraciques, puisque dans cette population-là, l'échec de VNI était associé à une surmortalité. Les facteurs prédictifs d'échec de VNI sont les patients avec des scores de sévérité les plus élevés, les patients les plus âgés et surtout les patients ayant un SDRA ou une pneumopathie en tant que première étiologie de la détresse respiratoire aiguë, sachant que ces deux complications-là sont les complications les plus fréquentes chez nos patients traumatisés du thorax. Et surtout que la non-amélioration après 1 heure de traitement semble être un des facteurs prédictifs qui ressort le plus dans la littérature et la raison pour laquelle on pourrait recommander d'utiliser la VNI dans cette population sous réserve d'une sélection très particulière des patients, d'un monitorage excessivement proche de la clinique et de la gazométrie, et de savoir s'arrêter en cas de non-amélioration. Si vous avez suivi mon raisonnement, pour l'instant, aucune étude n'avait étudié la VNI préventive par rapport à l'oxygénothérapie conventionnelle, en dehors de cette étude d'Hernandez en 2010, qui avait randomisé, sur une étude monocentrique, 25 patients recevant de la VNI vendue prophylactique, contre 25 patients ne recevant que de l'oxygénothérapie au masque, haute concentration. Les patients traumatisés du thorax étaient admis dans les services de réanimation dans les 48 heures suivant le traumatisme thoracique, et ils devaient avoir à l'admission un rapport PaO2 sur FiO2 estimé à moins de 200.
Il ne devait pas avoir de critères d'intubation en urgence, ni de contre-indication à la VNI. Le critère de jugement principal étant la mortalité dans cette étude, mais l'étude avait été arrêtée de manière plus précoce, puisqu'il ressortait clairement un bénéfice à la stratégie par VNI pour diminuer le recours à l'intubation, l'intubation étant définie par des critères stricts, tant respiratoires qu'hémodynamiques. Dans cette étude, 40% des patients avaient recours à l'analgésie loco-régionale et on voyait clairement que les patients qui bénéficiaient de cette VNI, entre guillemets, prophylactique, étaient moins intubés, avec un odds ratio à 0,12, et avaient des durées de séjour intra-hospitalières bien moindres. Toute la question qui se pose, c'est est-ce que vraiment cette VNI était préventive dans cette étude ? Quand on regarde le rapport PaO2 sur FiO2 à l'admission des malades, on était à 110 en médiane dans les deux groupes. 108 versus 110 de rapport PaO2 sur FiO2 à l'admission chez des patients traumatisés thoraciques. Et la VNI était administrée plus de 20 heures par jour pendant les 48 premières heures. Clairement, à la lecture de cette étude, je ne sais pas chez quels malades ils ont fait la VNI, ou en tout cas, est-ce que vraiment cette VNI peut être jugée comme prophylactique à 110 de P sur F estimé à l'admission ? Clairement, je ne pense pas. De ce fait, à la question qui m'est posée, quelle est la place de la VNI et de l'oxygénothérapie à haut débit, on va essayer de définir deux stratégies. Une stratégie curative, à mon sens, chez des patients qui présentent des signes de gravité, qu'ils soient cliniques, des signes de détresse respiratoire, ou gazométriques, avec une hypoxie jugée modérée à sévère, avec des rapports PaO2 sur FiO2 à moins de 200. Dans cette indication-là, oui, la littérature semblerait en faveur de la VNI dans ce contexte, mais attention, un patient dont les signes de détresse respiratoire persistent ou qui a une non-amélioration gazométrique, savoir arrêter un traitement potentiellement délétère, dans la mesure où ça peut éventuellement retarder une indication d'intubation. Par contre, si le patient a une bonne tolérance clinique, un recrutement sous VNI, une amélioration des signes cliniques, l'intérêt de la VNI est de manière assez formelle démontré dans la littérature. Il existe très probablement un intérêt à co-administrer de l'oxynothérapie à haut débit dans ce contexte pour éviter la VNI dépendance, bien que, à ma connaissance, pour l'instant, il n'y ait aucune étude ayant évalué VNI versus oxynothérapie à haut débit dans cette population-là. L'étude Florali n'incluait pas, à ma connaissance, de traumatisme thoracique. En revanche, une étude chinoise est en cours, une étude randomisée, pour répondre à cette question. L'intérêt de l'OptiFlow peut éventuellement être assez séduisant pour calculer le ROX, tel que suggéré par nos collègues de Rouen, si ma mémoire est bonne, avec un papier publié l'année dernière, mais avec des critères, des cut-offs de ROX qui ne sont pas établis encore dans cette population-là. Et dans cette population, la VNI préventive, qui est une technique que nous utilisons quasiment tous dans nos services, je n'ai pas la réponse à la question pour l'instant. Il n'y a aucune étude de la littérature pour l'instant ayant étudié l'intérêt de la VNI ou de l'OptiFlow chez des patients qui ne présentent pas de signes de détresse respiratoire ou qui ont un rapport PaO2 sur FiO2 à plus de 200 à l'admission. Or, le but premier d'un médecin et d'un traitement, c'est surtout de ne pas nuire. Or, la VNI, on le sait maintenant, présente en soi des effets indésirables neurologiques avec des agitations, des intolérances ou respiratoires avec une ventilation non protectrice à fuite avec des risques de distension ou d'inhalation. Donc le rapport bénéfice-risque de cette technique méritait clairement d'être étudié dans cette indication de VNI préventive chez des patients n'ayant pas de signe de gravité à l'admission. Afin de répondre à cette question, nous avons terminé l'année dernière un essai randomisé multicentrique français. 15 centres ont participé aux inclusions, où nous avons inclus 141 patients traumatisés du thorax à haut risque de complications. Nous avons utilisé le score
TTSS, le Thoracic Trauma Severity Score. Ce score devait être à plus de 8. 8 étant associé vraiment à la survenue de complications respiratoires secondaires, un score médian à plus de 12 étant associé à la survenue de SDRA, avec plus de 30% de recours à la ventilation mécanique dans cette population. Les patients devaient avoir un rapport PO2 sur FiO2 estimé à moins de 300 mm de mercure à l'admission, ce qui correspond à peu près à 2-3 litres d'oxygène aux lunettes, et ne devaient avoir ni hypercapnie ni comorbidité cardio-respiratoire, aucune contre-indication à la VNI ou, de notre côté, aucune indication formelle. On n'incluait pas les patients ayant bénéficié de chirurgie abdominale ou thoracique lourde. 2 stratégies ont été analysées. La stratégie d'oxynothérapie conventionnelle, plus ou moins associée à une VNI tardive, dans le cas où les patients avaient une aggravation clinique ou gazométrique, c'est-à-dire si ils présentaient des signes de monodéfaillance respiratoire ou d'altération de la gazométrie avec un PaO2 sur FiO2 qui chutait en dessous des 200, versus une stratégie qu'on pensait préventive qui associait d'emblée chez tous les patients VNI 1 heure x 4 par jour, plus Optiflow, avec une VNI qui était titrée telle qu'on le titre tous dans nos services. On commençait avec une PEP plutôt basse à 5 et on incrémentait l'aide pour un VTE monitoré, sans fuite, avec une interface qui était vraiment jugée qui était laissée vraiment à la discrétion des praticiens. L'Optiflow réglé avec un débit et une FiO2 pour une saturation à plus de 94. Cette VNI qui était de 4 heures par jour pouvait être intensifiée si jamais le patient présentait une aggravation clinique mais répondait à la VNI. Le critère de jugement principal était le recours à l'intubation pour détresse respiratoire aiguë, avec une nouvelle fois des critères d'intubation qui étaient prédéfinis et stricts pour que tous les centres intubent les mêmes patients. Les critères de jugement secondaire étaient l'efficacité et la tolérance de chacun de ces dispositifs, efficacité jugée sur l'évolution du rapport PaO2 sur FiO2 au cours du temps, la survenue de complications respiratoires secondaires, telles que les pneumopathies ou les hémothorax secondaires, durée de séjour, mortalité, et la tolérance sur les effets indésirables des techniques, notamment neurologiques, agitation, justifiant sédation ou arrêt du traitement, respiratoire avec des pneumothorax secondaires ou des inhalations, ou digestifs. Les résultats de cette étude retrouvent l'absence de différence significative sur le critère de jugement principal, avec un taux d'intubation qui est beaucoup plus bas que celui que nous avions attendu en posant l'hypothèse de l'étude, puisque nous sommes à 7% dans le groupe VNI Optiflow versus 8,6% dans le groupe conventionnel oxynothérapie plus ou moins VNI tardive. J'ai des patients qui avaient un TTS moyen à 11, médian à 11, ce qui correspond, comme je vous le rappelle, lorsqu'on regarde les données de la littérature, notamment l'étude de Dora, à une population qui, dans les années 2015, avait près de 20 à 25% de recours à la ventilation mécanique. Le rapport PaO2 sur FiO2 estimé à l'admission était de 260. Il n'y avait aucune différence significative sur l'évolution du rapport PaO2 sur FiO2 au cours du temps, sur la survenue de pneumopathie, avec même une tendance qui n'est pas significative vers plus de pneumopathie dans le groupe VNI précoce. Par contre, 18% d'effets indésirables sous VNI, 12% d'intolérance avec 4 patients qui ont justifié un arrêt du traitement. Les 6% restants étant des complications respiratoires, notamment un type de pneumothorax secondaire sous VNI. Une des hypothèses expliquant l'absence de différence est surtout le taux de recours à l'intubation qui est plutôt bas alors que nous sommes dans une population à risque de recours à la ventilation mécanique et, comme souvent, dans les mesures associées. Toutes les mesures associées, telles que je vous ai décrites en introduction, étaient protocolisées dans cette étude, et notamment le recours à l'analgésie loco-régionale dans les 12 heures si le patient gardait une VA à plus de 4, empêchant la mobilisation, le drainage réfléchi tel que recommandé, et éventuellement les indications d'ostéosynthèse costale chez des patients avec des volets costaux cliniquement significatifs, avec 9% des patients qui ont eu quand même une indication d'ostéosynthèse costale. Ça, ce sont les données sur l'étude. Nous avons même fait une analyse secondaire des 62 patients que nous avions inclus sur Bordeaux.
Et vous voyez en fait que 52%, plus de la moitié des patients avaient une mobilisation précoce dans les 48 premières heures. Ils étaient mis au fauteuil dans les 48 heures avec de la kiné intensive. Et clairement, le bénéfice de la mobilisation, vous voyez ici les patients ayant eu une mobilisation précoce, l'évolution du PaO2 sur FiO2 ne bouge pas, ne bouge plus. Les patients cessent de s'aggraver. Un dernier mot avec une dernière étude sur quid de l'Optiflow seul, quid de l'oxygénothérapie à haut débit seul chez ces patients-là en préventif, sans signe de détresse respiratoire aiguë. Une étude australienne d'il y a 2 ans. 220 patients traumatisés thoraciques à risque de dégradation respiratoire secondaire. 113 versus 107 patients qui étaient gardés au masque Venturi, qui est un masque haute concentration avec une FiO2 délivrée. Un critère de jugement principal qui était un critère mixte, les transferts secondaires en réanimation pour dégradation respiratoire secondaire ou indication de ventilation mécanique. Aucune différence entre les deux groupes sur ce critère de jugement composite entre Optiflow précoce et oxygénothérapie au masque. Donc au total, par rapport à cette indication de VNI préventive, si vous êtes dans un centre qui admet de manière très précoce les patients traumatisés thoraciques sur des critères pronostiques et non pas des critères de gravité, chez des patients non hypercapniques sans comorbidité cardio-respiratoire, et que vous êtes vraiment dans une stratégie d'analgésie, telle qu'on pourra le discuter tout à l'heure, avec une mobilisation précoce de vos patients, probablement que le rapport bénéfice-risque de la VNI n'est pas en faveur d'une VNI précoce chez ces malades-là. En revanche, lorsque les patients sont admis de manière tardive dans vos services, à plus de 48 heures, quand les atelectasies sont installées, que les épanchements secondaires ont commencé à pousser, que les patients ont des comorbidités cardio-respiratoires et ou une hypercapnie à l'admission, probablement qu'il reste une indication possible dans ce contexte-là, même si la littérature est peu, même s'il n'y a pas de littérature pour l'instant sur le sujet. Je vous remercie pour votre attention. Eh ben, merci beaucoup pour cet exposé d'une grande qualité, clarté et extrêmement bien construit. Et bravo pour votre étude. On va commencer avec les questions de vous. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Si vous souhaitez faire des commentaires, on vous propose à chaque fois de vous présenter aussi, parce que c'est plus sympa. Absolument. Et j'ajouterais, c'est assez difficile, on en a actuellement la question sur une autre série. Ce qui est très très difficile dans ces séries, c'est de modéliser le caractère polytraumatologique. Le problème du thorax, c'est des fois pas le thorax, c'est des fois le bassin qui empêche de relever le patient, le rachis lombaire qui empêche de l'asseoir, et toutes ces associations lésionnelles, éventuellement une chirurgie qui va imposer le patient une anesthésie générale, tous ces éléments lésionnels qui vont être surajoutés aux problématiques thoraciques vont précipiter le patient dans une aggravation. On a tous vu des patients à plat dos qui s'effondraient sur le plan respiratoire à J2, J3, pas toujours pour des contusions pulmonaires ou des fracas de la cage thoracique. Donc c'est vrai que se poser la question sur le trauma thoracique, c'est indispensable, couvert par une réflexion multimodale, mais il faut aussi l'inscrire dans une réflexion multilésionnelle. Quand on a un trauma du foie ou de l'escape, il y a une incinération diaphragmatique, forcément les conditions sont moins bonnes. Donc ça, c'est des choses qu'on n'arrive pas à modéliser dans les séries, même prospectives, même très bien pensées. Et j'avais vu quand vous avez lancé le PHRC, que vous nous avez cité, j'avais vu qu'on avait mis un signal, et c'est vrai que le TTS à 8, je l'avais trouvé bas à l'époque. Et c'est vrai qu'à posteriori, ce serait une étude d'un autre calibre, il faudrait imaginer une segmentation en fonction notamment des profils de lésions périphériques ou des nécessités à aller au bloc. Enfin, tous ces éléments-là, elles influent vraiment. Là, on est en train de passer un papier justement sur le cours régional chez les polytraumatisés, et cet élément multilésionnel, il perturbe énormément l'analyse qu'on peut en avoir de l'influence d'un par un. C'est une remarque générale sur les études prospectives. Non, c'est un message qui est quand même assez à valoriser.
j'insiste vraiment sur le fait que, effectivement, il n'y a peut-être pas d'intérêt de la VONI chez des patients de traumatisme thoracique isolés ou avec une fracture périphérique qu'on peut très facilement mobiliser au fauteuil avec une très bonne analgésie régionale. Les patients dont vous parlez, on n'a pas pu les inclure. Alors que, effectivement, finalement, ce sont chez eux que le risque de complications respiratoires secondaires, finalement, il pourra être le moins prévenu. Ce sont les patients avec des traumatismes du rachis qu'on ne fera pas forcément d'ALR, qu'on ne lèvera pas, mais chez eux, pour l'instant, en tout cas, la stratégie de prévention reste excessivement limitée. Sur le TTS, oui, je suis d'accord avec vous. Avec le recul, TTS à 8, c'est bas. Mais il faut voir la population qu'on a finalement inclus. En médian, on est à 11. Et pour le coup, on est quand même avec un niveau de gravité... Enfin, sur des scores pronostiques, on est quand même assez élevé. D'autres commentaires? Oui. Bonjour, Maxime Zalc de Mondor. Moi, j'avais une question par rapport... vous nous avez dit quand le patient a un pneumothorax, on le draine. Nous, souvent, on est confronté avec le patient qui a la petite lame en antérieur. On ne peut pas le drainer, mais il a quand même des critères pour faire de la VNI. Est-ce que vous poussez l'indication du pneumothorax ou est-ce qu'on met la VNI et quand il va se dégrader, là, on mettra le drain? C'est une très bonne question. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut faire, si je dois résumer, est-ce qu'on peut vraiment pousser la VNI chez des pneumothorax radio-occultes, c'est-à-dire non visibles à la radio ou une très fine lame, mais visible au scanner? Personnellement, je pense que oui. Et les recommandations vont dans ce sens. La ventilation non invasive et même la ventilation invasive ne sont pas une Le pneumothorax radio-occulte non drainé n'est pas une contre-indication à la VNI ou à la ventilation non invasive, mais il faut juste savoir sur quoi reposent ces recommandations. À ma connaissance, elles reposent sur une étude de Kirkpatrick américaine qui avait comparé deux stratégies. Une stratégie de « je draine immédiatement ces pneumothorax » versus une stratégie où je les surveille. Et leur critère de jugement était, si ma mémoire est bonne, la détresse respiratoire secondaire. Il n'y avait aucune différence et donc on se dit « c'est bon ». Et en fait, quand on regarde finalement dans les critères de jugement secondaire le taux de pneumothorax secondaire ou d'hémothorax secondaire, dans cette étude-là, on était entre 40 et 50%. Donc, le message, c'est oui, on peut faire de la VNI sans drainer ces patients, à la stricte condition de les surveiller cliniquement avec des échographies du thorax très répétées, et en cas d'aggravation clinique, savoir les drainer au moins de signes de gravité. Mais savoir vraiment les surveiller. Merci beaucoup. Il y a une autre question, je veux juste modérer un petit peu, parce qu'effectivement, il y a quelques papiers qui sortent sur les 2-3 dernières années dans une étude randomisée, certes pas un grand effectif, 150 randomisés contrôlés américains, et plusieurs études observationnelles qui sont de plus en plus sélectifs sur le drainage de principe des pneumothorax avec des techniques de moins en moins invasives. Et donc, pour l'instant, je pense qu'il faut attendre, mais c'est un signal intéressant qui va plutôt dans le sens qu'on pourrait probablement drainer moins et pratiquer la VNI de façon plus sécurisée. Ouais, tu parles du seuil des 35 mm pour drainer un pneumothorax. Non, mais je pense qu'il faut être prudent, mais en tout cas, c'est un signal intéressant. C'est marrant parce qu'on parle de Kirkpatrick, c'est le Canada, mais c'est Ouais, pardon, c'est ça. la convention nord-américaine 1992. Et eux, ils étaient sur du drainage prophylactique. Ouais, bien sûr. Il y a peut-être un pneumothorax ou pas. Je vais quand même mettre un drain. Kirkpatrick, il a imposé le message de si je veux ventiler, je mets un drain, même s'il n'y a pas de pneumo. Et bon, ça c'était les années 70. Non, on n'a pas dit qu'il fallait faire ça. Et on arrive dans J-Trauma il y a 2 mois à une équipe qui effectivement les surveille avec 3 cm et demi. C'est ce qu'on fait en fait. Ouais. C'est ce qu'on fait et on s'est vraiment appliqué ça sur Lyon comme règle. 33,5 cm, 35 mm. En dessous, on surveille. Au-dessus, on draine. Et finalement, ça se passe sur des radios. Sur des scanners. Sur le Scanner radio. Ce sont des études sur scanner. Ouais. Mais moi, ce qui me... Un point de réflexion, puis après on va avancer, mais c'est un message général sur déterminer des effectifs dans une étude randomisée en se basant sur des données trop anciennes. 30% d'intubation, actuellement, avec le traitement qui est la péridurale, qui est mis en place très largement, on s'aperçoit qu'on les intube exceptionnellement, ces patients. Donc c'est ça ce qui est une difficulté aussi. Et d'un autre côté, c'est des fois comment on fait pour définir des effectifs.
quand on n'a pas beaucoup d'études sur une thématique, c'est extrêmement compliqué. Mais là, probablement pour Optito, eh ben, les données étaient trop anciennes. Et je repense à un travail que des copains veulent lancer sur l'ESP, dont on va parler par la suite. Déterminer l'effectif sur des données trop anciennes, eh ben, c'est probablement arriver à ne pas montrer de différence. Et oui, mais on n'avait pas autre chose. Et c'est ça. Et c'est une vraie difficulté, d'où l'intérêt des registres, de voir ce qui se passe, etc. etc. Mais on va en parler après. Donc, parce que la question qu'on pourrait se poser, je vais faire la transition comme ça, c'est est-ce que le meilleur support ventilatoire du trauma thoracique, c'est pas la péridurale ? Je pense qu'on va tomber d'accord. Bon, la suite. On avance et on pose la question après ? Parce que sinon on va dépasser. Merci.